Messieurs les modérateurs, mesdames et messieurs. Alors, donc, la question, effectivement, qui m'est posée, c'est de parler de l'avenir de la bivalirudine. C'est une question très controversée, évidemment. Je ne peux pas faire l'avenir de la bivalirudine sans parler de l'état des lieux. Et ça tombe relativement bien parce que l'année dernière, on a eu pas mal d'études publiées, et surtout pas moins de 3 méta-analyses sur le sujet. Et donc, je vais voir avec vous un petit peu 2 de ces méta-analyses et 2 des études qui sont relativement marquants. Donc, quand on regarde la première méta-analyse publiée dans le Lancet, avec quasiment l'ensemble des études randomisées sur le sujet, eh bien, la première chose qui saute aux yeux, c'est que malheureusement, la plupart de ces études sont déjà obsolètes. Donc, des études publiées entre 2002 et 2014 avec des tailles différentes. Le problème, quand vous regardez 100% de 2B3A dans une angioplastie élective, plus personne ne fait ça. Et dans les recommandations, c'est plutôt même décommandé. Même sur les syndromes coronariens aigus, sans sustécalage du segment ST, 97% de ST+, c'est pas recommandé. Dans les recommandations, c'est réservé en salle de cathé aux complications thrombotiques ou aux états hyperthrombotiques, ou éventuellement les patients non pré-traités. Or, de plus en plus, les malades sont pré-traités dans cette situation-là. L'étude Horizon dans le ST+, qui avait bien validé l'utilisation de la BIVA et qui avait montré non seulement un signe en faveur de la BIVA sur les réductions des saignements, mais aussi sur la mortalité, c'est pareil, compare la bivalirudine seule à un régime d'héparine plus de B3A dans le ST+. Là aussi, les stratégies de traitement ont changé. Et quand vous regardez, par exemple, la dernière étude, grande étude publiée sur le ST+, qui est l'étude atlantique, il y a moins de 30% des patients qui ont eu un 2B3A dans ce contexte d'angioplastie primaire. Et puis Euromax, qui est une grande étude qui était censée encore là aussi comparer bivalirudine versus héparine, plus ou moins donc 2B3A, finalement a fini par avoir 70% de 2B3A dans le bras héparine. Et donc tout ceci, ça met toujours, ça garde cette ambiance de controverse qui persiste sur la bivalirudine. Néanmoins, les résultats de cette méta-analyse sont quand même assez intéressants à regarder. En ce qui concerne les événements thrombotiques, très clairement, la méta-analyse et de façon consistante entre les études montre qu'il y a un bénéfice en faveur de l'héparine contre bivalirudine sur les événements cardiovasculaires majeurs, sur l'infarctus du myocarde, sur les récidives ischémiques et surtout la thrombose de stent, avec ce taux de 4 fois plus important dans le groupe bivalirudine qui sort de façon systématique pour les thromboses de stent aiguës, c'est-à-dire dans les 24 premières heures. Et puis sur les saignements, la méta-analyse a des messages très intéressants aussi. Donc il y a quelques dizaines de milliers de patients quasiment par groupe. Donc quand vous regardez, vous comparez la BIVA, donc un anticoagulant versus héparine, un autre anticoagulant plus de B3A, eh bien BIVA seul réduit les taux de saignement très clairement. Et là, il n'y a aucun doute. Ça, on le retrouve partout. Quand on compare bivalirudine seule, donc un anticoagulant versus HNF, un autre anticoagulant, ou quand on compare l'association de l'un ou l'autre au 2B3A, cette différence s'estompe. En pratique, le message pour moi de cette méta-analyse est très clairement, c'est les 2B3A qui font saigner et pas l'anticoagulant. Donc ça, c'était cette méta-analyse, mais avec les limites, évidemment, de toute méta-analyse. Il y a une deuxième méta-analyse qui a été publiée en reprenant, donc dans le BMJ, en reprenant les études uniquement focalisées sur l'eustémie. Alors c'est un cadre plus général des anticoagulants, mais quand même pas mal focalisé sur la BIVA. Le message est globalement similaire. Donc sur les complications thrombotiques, il y a plutôt un bénéfice en faveur de l'héparine, que ce soit avec 2B3A ou sans, et c'est dû essentiellement à cette histoire de thrombose de stent. Sur les complications hémorragiques, on retrouve à peu près la même chose, c'est-à-dire un net bénéfice de BIVA quand on compare la BIVA à l'héparine plus 2B3A. Mais par contre, quand on compare à l'héparine, les études sont beaucoup plus contrastées, 2 études négatives, 2 études positives, avec une hétérogénéité qui est significative, donc des études inconsistantes, et finalement, en fonction des analyses, on tombe plus ou moins significatif ou pas. Et donc, pour poursuivre, j'aimerais quand même regarder 2 études relativement récentes qui ont fait quand même couler beaucoup d'encre, en particulier HIT. Je ne sais pas pour ceux qui étaient présents à la CC, le présentateur de l'étude HIT s'est fait plus ou moins lyncher et le mot n'est pas très fort. Et donc, c'était essentiellement, il s'est fait attaquer sur le fait que c'est une étude monocentrique. Et c'est vrai, c'est une étude monocentrique anglaise,
mais avec 1800 patients quand même, et ça reflète ce qu'on fait actuellement. Ça reflète tout à fait nos pratiques habituelles, c'est-à-dire des nouveaux P2Y12 dans 90% des cas, sur le ST+, avec angioplastie primaire, 13 ou 15% de 2B3A en situation thrombotique important ou en bailat. C'est peut-être un petit peu inférieur à ce qu'on fait, c'est plutôt dans les 20-25% dans les cohortes. Et puis une approche de l'angioplastie qui est plus moderne, 80% de voie radiale, donc avec un risque de saignement qui est plus faible. Et puis, qu'est-ce que ça montrait? Tout simplement sur le critère principal qui était le critère thrombotique, moins d'événements dans le groupe héparine de façon significative. Sur la thrombose de stent, ça confirme ce surrisque qui sort de façon constante, 4 fois plus de thrombose de stent aiguë dans le groupe bivalirudine. Et là où il y avait un pavé dans la mare, c'était le risque de saignement qui était du coup identique entre les deux, ce qui rejoint quand même la méta-analyse. Quand vous comparez un anticoagulant à un autre, finalement le taux de saignement n'est pas plus important d'un côté que de l'autre. Et puis, de l'autre côté, il y a eu l'étude Bright, qui, à ma connaissance, n'est toujours pas publiée, mais qui a été présentée au TCT. C'est une étude chinoise, 82 centres, mais qui reste une petite étude, puisqu'il y a 3 bras avec 700 malades dans chaque bras. 3 particularités. D'abord, l'approche est relativement moderne, puisqu'on a à peu près 80% de voie radiale. Par contre, le traitement, la pharmacothérapie est, j'allais dire archaïque, mais en tout cas conventionnelle, avec 100% de clopidogrel. Et puis, la nouveauté, c'est une perfusion de bivalirudine qui était prolongée au-delà de la procédure, au moins 30 minutes, en fait 4 heures en moyenne dans cette étude-là. Et quand on regarde sur la thrombose de stent, le pari était gagné. Donc si on fait un peu plus longtemps de bivalirudine, manifestement, ça règle le problème de thrombose de stent aiguë. Sur le critère principal de l'étude, qui était bénéfice clinique net, saignement plus événement thrombotique, le pari était gagné. Les taux les plus faibles étaient dans le groupe BIVA, intermédiaires dans le groupe héparine seul, et les plus élevés dans le groupe héparine plus 2B3A, mais le bénéfice était tiré uniquement par les saignements, et c'était tous les saignements. Et je pense que ça mérite qu'on regarde le détail, qui montre en fait que l'essentiel de ces saignements, c'était plus de la moitié, c'était des BARC 1, c'est-à-dire des saignements que vous ne marquez même pas dans une observation. Et puis quand on prend les BARC 1 et les BARC 2, c'est-à-dire les modérés et les mineurs, on a 3/4 de saignements. Malgré tout, sur les saignements importants, il y avait une différence significative quand on comparait BIVA par rapport à l'héparine plus 2B3A, mais ça c'est pas nouveau, on le savait, vous mettez du 2B3A, vous faites saigner plus les malades. Et par contre, quand on compare à l'héparine, même s'il y a une tendance, la différence n'était pas significative. Donc globalement, pour synthétiser tout ça, je veux dire que la bivalirudine souffre de changements de stratégie qui sont peut-être justifiés, peut-être pas, c'est-à-dire l'arrivée des nouveaux P2Y12, la généralisation de leur utilisation et la diminution de l'utilisation, là encore, peut-être à juste titre, peut-être pas, des 2B3A. Donc on consomme moins de 2B3A, donc l'attitude que ces études ont essayé de valider n'est plus d'actualité. Et puis, la BIVA souffre aussi de pas mal de problèmes méthodologiques de l'ensemble des études, d'ailleurs, les études qui sont positives ou négatives. D'abord, quasiment toutes les études sont des études en ouvert. Ça change quand même beaucoup les choses, en particulier pour les études industrielles. Je pense que les industriels ont les moyens de faire de l'aveugle, et ça, je pense qu'il faut qu'on leur demande. Il y a quelques études qui sont des études monocentriques. Euromax, par exemple, qui est une grande étude, a eu quand même un petit défaut méthodologique qui est le changement de critère principal de jugement en plein milieu de l'étude. La plupart des études positives ont comparé BIVA à l'héparine plus 2B3A, et la plupart des études positives ont comparé BIVA à l'héparine dans un contexte d'approche transfémorale. Et puis, on ne peut pas vraiment comparer la BIVA à l'Enox, qui, quand même, que ce soit dans les recommandations américaines ou européennes, doivent être préférées à l'héparine avec une recommandation 2A niveau B, mais quand même qui est plus efficace avec une réponse plus homogène. Et puis l'impact des nouveaux P2Y12 reste malgré tout faible puisque le nombre de patients avec ces médicaments-là était relativement faible, même s'il n'y a pas d'interaction significative dans Euromax ou dans la méta-analyse Euromax et Horizon. Et puis les doses. Les doses sont différentes d'une étude à l'autre.
Pour la Biva, c'est parfois un problème d'adaptation à la fonction rénale. C'est le cas dans HIT. Parfois, c'est la durée de perfusion. Et puis pour l'héparine, ça va du simple au 12. Évidemment, si vous faites 140 unités par kilogramme, vous faites saigner 2 fois plus que si vous faites 70 unités, ce qui était par exemple le cas de HIT. Pour conclure, est-ce qu'il y a une place pour bivalirudine dans l'avenir? Alors pour l'instant, je ne sais pas s'il y a une place. J'ai regardé l'étude EPICOR qui est de 10 000 patients européens et sud-américains. Il y a moins de 1% d'utilisation de Biva dans cette cohorte. Pour l'instant, s'il y a une place, c'est réservé aux patients à très haut risque hémorragique et à faible risque thrombotique. Si Biva veut avoir une place vraiment, il faut qu'il améliore son côté antithrombotique. Ça passera peut-être par une adaptation de dose, peut-être par une adaptation de durée, peut-être par une combinaison avec une molécule plus active. Et ça passera par l'ensemble de ces études qui sont en cours et qui vont peut-être nous apporter une réponse bientôt. Et puis, il y a pour l'extension, il y a un domaine qui est peut-être intéressant et qui va arriver, c'est les TAVI, avec 2 études en cours, 2 études randomisées, Biva versus héparine chez ces patients qui sont effectivement à très haut risque hémorragique, avec une petite étude qui avait montré que chez les patients qui avaient une valvuloplastie aortique au ballon, la Biva faisait mieux. Et puis, surtout, il faudra que la Biva fasse un effort sur le prix, puisqu'un anticoagulant qui coûte 300 fois plus cher que l'anticoagulant de référence, je pense en France, on n'en prescrira pas beaucoup. Je vous remercie.